Très bien. Bon, nous allons passer maintenant à la prochaine intervenant avec un nouvel angle. Donc, c'est Dr Grazia Borini-Feiraben qui va nous rejoindre en fait en visioconférence. Grazia Borini-Feiraben est physicienne de formation. Elle travaille depuis plus de 30 ans sur le rôle des populations locales et autochtones dans la gestion des écosystèmes et des territoires de vie. À travers son engagement auprès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle défend une approche qui ne repose pas uniquement sur la protection stricte des espaces naturels, bonjour, mais qui intègre les savoirs et les pratiques des communautés qui y vivent. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette présentation sur le sujet des territoires de vie, qui est un sujet qui franchement me passionne. Et j'ai préparé une présentation en deux parties. La première, j'espère, vous donnera un aperçu de la richesse, de la complexité aussi de ces sujets. Et la seconde, bon, contiendra de réflexions que j'espère vont aussi vous intéresser et peut-être stimuler de questions de votre part. Alors, si je peux partager mon écran, je vais le faire. Et voilà, j'ai quelques réglages ici à mettre en place. Et je voudrais bien commencer par vous poser une question. Et la question va se référer aux images que vous allez voir. Beaucoup de ces images, je les pris moi-même, c'est mes propres photos, mais pas celle-ci. Elle a une très belle image et elle vient de les îles Solomon, de l'autre côté du globe. Et je vous demanderai de imaginer c'est quoi que ces images ont toutes en commun. Alors, ici, nous sommes en Éthiopie. Ici, Jordanie. Ici, c'est Indonésie, je pense l'île de Bornéo. Ici, nous sommes en Chine, la zone du Tibet, je pense. France, la France voisine à la Suisse où j'habite. Ici, nous sommes au Mali. Vous voyez, il y a une très belle forêt-galerie là-bas. Ici, nous sommes à la limite entre Géorgie et Turquie. Toujours pensez, c'est quoi que ces images ont en commun? Nous sommes ici aux Philippines, je pense le nord de l'île de Mindanao, Namibie. Alors c'est la région au nord de la Cambodge. Ici dans l'île de Minorque en Espagne. Japon, Guinée-Bissau, Bijagos, je pense. Thaïlande. Ici, c'est l'île de Coron aux Philippines. Très belle photo. Et voilà, nous sommes en Iran, Australie, Kenya, Sénégal, Iran encore, Inde, Maharashtra, je pense, Congo-Brazzaville. Imaginez, hein, c'est quoi que les images ont en commun? Là, nous sommes en Turquie. Ah, le Maroc, les hauts Atlas. Japon encore, Royaume-Uni, Colombie, Autriche. Et alors, qu'est-ce que toutes ces images ont en commun? Bon, si j'étais là, on aurait discuté, mais je ne suis pas avec vous, c'est une vidéo. Elles nous amènent toutes dans des territoires de vie.
Alors, c'est quoi ces territoires de vie? Sont gouvernés, gérés et conservés par des peuples autochtones et ou des communautés locales. Parfois, on les appelle les APAC, mais j'aime beaucoup plus les appeler les cœurs, les graines de la diversité bioculturelle de par le monde. Les territoires de vie, on les trouve partout dans le monde, dans tout type d'écosystèmes et de cultures. Ils portent des milliers de noms locaux et ils sont vraiment diversifiés, mais ils possèdent tous trois caractéristiques. La première de ces caractéristiques est qu'il y a toujours un territoire et il y a toujours une communauté. Et entre les deux, il y a un lien très fort. C'est un lien d'habitude multiple. Euh, il y a très probablement un lien avec la vie de ces communautés. Le fait il y a un soutien pour la nourriture, pour l'eau, pour l'énergie, pour les moyens de vie en général. Mais aussi, il y a un lien avec l'histoire, la culture, les mémoires des personnes qui ont vécu leur enfance, qui ont enseveli euh, leurs ancêtres dans les territoires. Il y a un lien de connaissance des langues, les noms qui sont attribués au territoire font vraiment partie du sentiment culturel de personnes et aussi un lien de connaissance, de capacité de faire des relations. Alors, oui, c'est un lien de vie, mais c'est aussi un lien de sens, de donner du sens à la vie. Seconde caractéristique, cette communauté a la capacité, le pouvoir, parfois de durer, mais plus souvent de facto, de prendre des décisions de gestion sur le territoire et de les faire respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des règles pour l'accès et l'utilisation de la terre, de l'eau, des ressources naturelles. Ces règles sont faites et mises en œuvre par la communauté et que ce n'est pas petit. Il faut pouvoir surveiller les territoires, il faut pouvoir prendre des mesures contre qui pourrait ne pas respecter les règles. Et que faire avec ces personnes? Comment contribuer au respect? C'est toutes des questions très importantes que les communautés ont prises pendant le temps. Troisième caractéristique aussi très importante est que les décisions, les règles, les pratiques de gestion et de gouvernance de ces communautés sont capables de démontrer que la nature est conservée et les bien-être de communautés sont soutenus. Alors, les trois caractéristiques, je vais les répéter car c'est assez important de laisser les rappeler, et qu'il y a un lien vraiment fort entre une communauté et son territoire, terrestre, marin, mixte, etc. Que la communauté possède une institution de gouvernance, prend les décisions qui fonctionnent et fait respecter ces décisions et ces règles, et que tout cela maintient le territoire dans de bonnes conditions pour la nature et pour la communauté. Je vous donnerai un éventail d'exemples de territoires de vie. On commence par des énormes territoires qui on trouve par exemple en Amazonie. Parfois on oublie les mots. Amazonie ou en Australie, au Canada, où il y a des peuples autochtones qui ont maintenu leur capacité de vivre dans leur territoire qui couvre des millions d'hectares. Ce n'est pas petit et ce n'est pas seulement à compter sur les doigts d'une main. Il y en a vraiment beaucoup, mais surtout, c'est des territoires parfois immenses.
Partout dans le monde, on trouve des zones humides, de lieux de pêche, de plans d'eau gérés en commun de façon durable. Quelques photos ici seulement, du Brésil à l'Indonésie, Japon, la Guinée-Bissau. Il y a aussi les territoires et les routes de migration et de transhumance de pasteurs mobiles. J'ai mis ici seulement un exemple très beau et emblématique en Iran, où il y a une zone humide d'importance internationale qui est au cœur d'un territoire de transhumance de pasteurs mobiles du peuple Qashqai en Iran. Bien commun, les biens communs et les espaces, les ressources naturelles gérées durablement ensemble par une communauté. Parfois, il y a plusieurs communautés qui collaborent, comme pour les Khanats d'Asie centrale qui rendent possible la vie dans des zones arides qui seraient vraiment vides. Il n'y aurait pas de gens sans cette capacité de gens de gérer ensemble des conducts d'eau pour ces territoires. Ou bien là, il y a un exemple où j'ai vécu pendant plus que 20 ans en Suisse, très près de ces parcs jurassiens vaudois, qui est le bien commun d'une communauté qui l'a créé et continue à les gérer aujourd'hui. Dans le passé pour des questions de bétail, aujourd'hui surtout pour des questions de tourisme. Exemple de territoires de vie couvre les sites sacrés partout dans le monde. Ici, quelques exemples de montagnes sacrées comme les monts Everest au Népal, qui est sacré pour le peuple Sherpa, mais il y en a beaucoup d'autres, par exemple Éthiopie, Kenya. Il y a des milliers de lacs sacrés en Himalaya, etc. Il y a aussi les habitats d'espèces qui sont culturellement importantes ou sacrées. Encore une fois, quelques petits exemples d'espèces qui sont sacrées en Inde et les habitats sont protégés par les communautés locales. Un peu partout, les zones vraiment sensibles sont au cœur de ces territoires de vie. En Chine, ici, le monsieur montre les sommets des collines qui sont défendus de façon très stricte par les communautés. Ils empêchent même la coupe de bois par les entreprises de l'État. Ils se mettent en face aux moyens de coupe. Ou même ici, il y a une île sacrée au nord de Madagascar qui est parfaitement conservée car la communauté locale empêche à n'importe qui d'y mettre pied. Et je voulais terminer cet éventail aussi avec un exemple de territoire de vie de ma propre pays, l'Italie, car en plus c'est un exemple dont je suis assez fière. C'est le territoire des Regole di Cortina d'Ampezzo. C'est un territoire qui a 1000 ans, et je dis 1000 ans, d'histoire écrite. Il y a la même institution qui était là il y a 1000 ans, s'appelle les Regole, qui a créé les règles de gouvernance et gestion du territoire et qui reste là aujourd'hui à gouverner un site qui est maintenant aire protégée régionale, nationale, les sites de patrimoine mondial, mais qui est encore sous leur gouvernance et parfaitement conservé, hein. Ils ont fait ici une fois des Olympiades invernales. Ils vont les refaire en 2026, mais il y a des zones qui sont parfaitement conservées. Alors, en sommaire, les territoires de vie conservent la nature, mais aussi soutiennent la vie des communautés de façon unique au contexte. Ce n'est pas comme beaucoup d'aires protégées qui sont là seulement pour la nature. Les territoires de vie conservent la nature, mais soutiennent la vie des communautés. Ils garantissent la nourriture, l'eau, l'énergie, les revenus à des millions de personnes. Ils englobent une variété énorme d'écosystèmes, fonctions écologiques et ils assurent la connectivité biologique à l'intérieur des paysages terrestres et marins. Et il y a des études qui démontrent que l'étendue totale de ces territoires de vie ou territoires de vie possibles, hein, car pas partout on a les mêmes conditions, les trois conditions que je vous disais avant, mais ça pourrait vraiment être bien au-delà de celles de toutes les aires
protégés officiels. Les territoires de vie incarnent la capacité des communautés d'adapter leur vie face au changement. Ils sont basés sur des règles, sur les institutions taillées sur les contextes qui ont sécurisé la vie des communautés pendant des périodes parfois très difficiles, des guerres, des catastrophes naturelles, etc. Et ils bénéficient de savoirs vraiment uniques, par exemple sur l'utilisation de la vie sauvage et sur l'agrobiodiversité. Et sont aussi cruciales pour l'identité culturelle de peuple et la fierté des jeunes quand ils vraiment deviennent complètement conscients d'être les garants, les protecteurs de leur territoire de vie. Il y a une relation profonde entre ces territoires et les langues et les cultures locales des gens, leurs cérémonies, leur vision du monde. Et c'est très intéressant de voir que pour des communautés, les territoires est la base de droits et des responsabilités collectives et que cela euh, peut être vraiment, comme je disais, le cœur de la fierté des jeunes. Alors, vraiment, le point focal ici est que les territoires de vie offrent des exemples réussis, presque par définition réussis, de la relation entre les gens et la nature. Une relation qui peut être à la fois durable et significative, avoir du sens pour les gens. C'est la plus ancienne forme de conservation sur Terre. Elle est liée au mode de vie, aux cultures, aux identités des communautés et des peuples et et pourtant, les territoires de vie sont presque invisibles. Et le pourquoi les territoires de vie sont quasiment invisibles est une question très intéressante, je trouve. Et cette question peut être aussi, disons, formulée de cette façon. Sans les territoires de vie, même invisibles dans le monde de la conservation de la nature, bon, c'est quoi ce monde? Je ne sais pas si vous êtes informé sur cela, mais c'est un monde assez complexe. Il y a là quelque chose à niveau international, c'est bon, la Convention sur la diversité biologique. Il y a beaucoup de travail à niveau national, le ministère des Environnements, les systèmes des aires protégées d'un pays, etc. Il y a des organisations non gouvernementales, organisations de protection de l'environnement, organisations de protection des droits humains, de développement, etc. Bon, est-ce que dans ces mondes aussi, les territoires de vie sont invisibles? Pour entrer dans cette seconde partie de ma présentation, je dois dire que j'y ai travaillé, les thèmes des territoires de vie et ce qui me lie à mon travail depuis presque, oh non, plus que 40 ans. Et ça pourrait que c'est ça qui m'amène à être avec vous aujourd'hui, car je viens de publier cet ouvrage, qui est un ouvrage assez costaud, ça fait quand même 40 pages de références, 1700 notes de pied de page, etc. Et Reda a bien voulu l'apprécier un peu et me demander d'être avec vous. Et cet ouvrage est disponible aujourd'hui en anglais, imprimé en PDF, mais sera bientôt disponible aussi en espagnol et en français. Alors, c'est là, je vous parlerai un peu de ce travail maintenant, mais laissez-moi revenir un tout petit peu en arrière, car je dois rentrer sur quelques éléments de mon histoire, de mes mémoires personnelles. Comme je vous ai dit, ça fait presque, oui, ça fait 40 ans que je travaille sur les territoires de vie, mais il y a 40 ans, les concepts même n'existaient pas.
Quand j'ai terminé mon premier travail qui était en recherche en physique et j'ai commencé à travailler sur la santé publique, je me suis intéressée aux racines de la santé publique dans l'environnement, la culture, l'économie politique, si vous voulez. Et à ce moment-là, il y avait très fort un mouvement pour la santé pour tous aux années 2000 qui venait d'une grande conférence des Alma-Ata qui avait mis en place un programme de primary health care, la santé primaire pour tous. Sur la base de cela, on a élaboré un soin primaire de l'environnement, un primary environmental care. Et je me suis beaucoup occupée de ça. Et c'était ça, en effet, qui a fait que l'Union mondiale pour la conservation de la nature m'a appelé à mettre en place le programme de politique sociale dans son siège mondial en Suisse. Ça, c'était l'année 1993. Et quand je suis arrivée en Suisse, j'ai trouvé que à Gland, où on était au siège, on ne parlait que de gestion de l'environnement et des aires protégées, par exemple. Bon, ça nous a pris environ 10 ans pour commencer à parler vraiment de gouvernance et pas seulement de gestion, et en particulier de diversité et qualité de la gouvernance. Cela nous a permis d'entrer sur les systèmes d'air protégé, conservation du paysage, volontaire et ancillaire, parler de air conservé, pas seulement air protégé par les États, vitalité de la gouvernance, soins collectifs au territoire, territoire de vie, justement, et communauté garante. Je vais rentrer dans plus de précisions sur tout cela, mais c'est pour dire que dans cette partie entourée de jaune-là, c'est les sujets clés de ces volumes dont je viens de vous montrer la couverture. Alors, comment le discours a-t-il évolué? Gestion, gouvernance. Quelle est la différence? Bon, pour encapsuler la gestion, on peut dire que elle traite de que faisons-nous pour conserver la nature? Que faisons-nous? Gouvernance, par contre, a toute autre série de questions. Qui décide ce que nous allons faire? Comment on prend ces décisions? Qui veille que ces décisions sont bien mises en œuvre et respectées? D'un côté, on parle bon, de biologie, d'écologie, de finances, quel est le budget qu'on peut mettre en place pour gérer, par exemple, cette aire protégée. Et on parle après d'efficacité de la gestion. De l'autre, quand on se plonge sur la gouvernance, on peut discuter de diversité, qualité et vitalité de la gouvernance. Alors, le Congrès mondial des parcs de Durban 2003 est celui dans lequel la gouvernance vraiment est sortie de l'obscurité pour les aires conservées et protégées. Et on a compris qu'il s'agit d'un processus dans lequel on prend des décisions, on les met en œuvre et on essaye de garantir le respect de ces décisions. La diversité est qui prend ces décisions? Est-ce que c'est le gouvernement, les propriétaires des terres, les communautés qui vivent dans le territoire? Et la qualité, comment ces décisions sont prises? Bon, par exemple, avec transparence, avec la participation de tous les concernés, avec une capacité de rendre compte et ça. Mais il y a aussi d'autres questions importantes qui n'étaient pas abordées dans le Congrès mondial de Durban. Et par exemple, depuis combien de temps les institutions de gouvernance fonctionnent? Est-ce qu'elles sont excellentes, sources d'inspiration pour la société dynamique, ou elles sont apathiques, elles font presque rien?
Et ont-elles été capables d'évoluer en réponse aux changements dans les contextes? Et combien de temps elles vont rester capables d'évoluer encore? Alors, à Sydney, en 2014, quand il y a eu les prochains congrès mondial de parcs, on a commencé à parler de vitalité de la gouvernance. Et pour cela, on a discuté de vie. Bon, vitalité, c'est clair, vita en latin, comme vous savez, ça veut dire vie. Avec la vie, on parle toujours de changement. Rien qui est vital ne change pas. Et aussi, quand on est des humains, s'il y a un changement, on veut trouver aussi un sens à la vie, un sens au changement. Alors, la définition de travail qu'on a pris est qu'une institution de gouvernance est vitale, fait preuve de vitalité quand elle a une capacité de fonctionner qui se maintient à travers le temps de façon pleine, de façon inspiratrice, et elle est capable d'évoluer dans des circonstances qui changent et qui deviennent peut-être plus difficiles. On a cherché d'apprendre sur la vitalité après Sydney. Et moi, personnellement, pour le travail sur l'ouvrage que je viens de vous montrer avant, j'ai fait un travail un peu d'exploration sur la préhistoire et l'histoire. Bon, les genus Homo, 3 millions d'années, contrôle du feu, sélection des espèces. Et après, très près de chez nous, aussi avec l'Holocène, etc., les relations entre communauté et environnement naturel se sont passées par les moyens de chasseurs-cueilleurs, les éleveurs mobiles, les cultivateurs itinérants. Et encore plus près de chez nous, on commence à voir des communautés qui se relationnent de façon plus stable avec l'environnement, par exemple, pendant plusieurs siècles, les institutions monastiques, ou bien les domaines de biens communs comme la Cortina d'Ampezzo, les règles que je vous montrais avant, 1000 ans d'histoire. Très, très près de chez nous, les derniers 100 ans à peu près, on a aussi les gouvernements des États qui décident de prendre des décisions fortes pour la conservation de la nature avec les aires protégées. Bon, pour le travail que je vous ai montré, j'ai étudié un peu plus en détail, bien plus que 30 exemples de ces aires conservées et protégées. Et j'ai trouvé qu'il y a 5 caractéristiques des institutions de gouvernance qui sont souvent associées avec la vitalité de leur gouvernance. Je sais que peut-être vous aurez la curiosité pour ces 5 caractéristiques. Allez voir sur mon ouvrage, car je ne vais pas parler de ça, ça me prendrait trop de temps. Mais je peux vous dire que toutes les institutions ont besoin de motivation et d'énergie pour fonctionner et inspirer les autres dans la société. Et un mélange de ces objectifs biologiques, par exemple, la nourriture, par exemple l'eau, mais aussi de sens conceptuel. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de conservation de la biodiversité, une chose tout à fait conceptuelle, mais aussi d'émotion. C'est notre maison, c'est notre territoire, c'est où mes ancêtres ont vécu et ils sont ensevelis aujourd'hui. Alors, tout cela est fondamental pour la vitalité de la gouvernance, mais ne peut pas l'assurer, car on a aussi des forces qui sont au contexte de l'institution de gouvernance qui peuvent être plus puissants et peuvent même la détruire, ou parfois ils peuvent la soutenir aussi. Alors, une motivation exceptionnelle et une énergie qui est vraiment très forte et importante pour la vitalité. Et là, nous la voyons très bien dans les soins collectifs au territoire qu'on a quand une communauté a un lien intergénérationnel
avec son territoire de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve de façon un peu magnifique, surprenante et vraiment riche dans cette analyse des relations entre les communautés et les territoires. On trouve des relations affectives qui génèrent des, euh, des sentiments qui, qui génèrent des émotions au-delà du but et au-delà du sens à travers le temps. Ce sont des relations d'attention, de prise en charge, et parfois on peut les apparenter à un lien ombilical, un lien d'amour. Et les gens parlent d'amour pour leur environnement. Il y a un penseur français qui est très intéressant, il s'appelle Henri Olagnon, qui a décrit un phénomène qu'il appelle le patrimoine, et avec un mot un peu moins en relation avec les genres, on peut l'appeler l'héritage, a une distinction forte avec la propriété, à raison du fait que la propriété est quelque chose qu'on peut vendre, on peut acheter, on peut s'en défaire sans trop de problèmes. Mais l'héritage est quelque chose qui soutient l'identité de la personne ou de la communauté qui est liée à cet héritage, qui soutient son autonomie, et donc il est impensable de lui donner du valeur monétaire. Il est impensable de le vendre. Et c'est ça, les territoires de vie définissent l'héritage des communautés. Les territoires de vie soutiennent la communauté, mais aussi la communauté prend soin des territoires de vie. Et on peut même définir un territoire de vie de cette façon, comme le produit des soins collectifs à travers les siècles, produit de la vitalité de la gouvernance d'une communauté garante. Vous vous rappelez, dans la première partie de ma présentation, j'avais dit les territoires de vie sont gouvernés, gérés et conservés par les peuples autochtones et communautés locales, et ils sont plutôt invisibles. Alors, pourquoi invisibles? Si on regarde dans cet effort d'apprentissage sur la vitalité de gouvernance, on trouve que dans les derniers siècles, on a des phénomènes très importants qui ont eu un impact sur les territoires de vie. Premier entre tous, le colonialisme, mais aussi plus près de chez nous, après la Seconde Guerre mondiale, le néocolonialisme, le développement sans frein, qui ont créé un choc entre les territoires de vie et l'arrogance, les hubris de la modernité. Des communautés, des langues, des cultures, des institutions locales ont été fort endommagées et parfois détruites. Avec cela, on voit des énormes bénéfices pour certains, des énormes souffrances pour d'autres. Et surtout, on voit une perte de diversité biologique et culturelle qui est plutôt effrayante partout dans le monde. Et avec cela, avec cette vision du réel colonialiste et développementaliste, il semble logique que les territoires de vie soient invisibles. Et en effet, ce qui est aussi logique et qui devient de plus en plus visible est que on donne de la valeur économique à la nature et on parle de devoir investir de l'argent. On ne peut pas conserver l'environnement sans des investissements. Et le plus les investissements sont importants, le mieux la conservation va être assurée. On a là une vision de commercialisation de la nature et même de financialisation, car aujourd'hui, il y a des gens qui donnent de la valeur économique aux habitats, aux espèces, etc. Et même, ils font de tout cela un sujet de échange de marché. Ma question est que est-ce que tout cela est essentiel pour conserver la nature? Pour quelqu'un, oui, c'est essentiel. Si on ne donne pas de la valeur économique à la nature, on ne peut pas la conserver. Bon,
il y a aussi d'autres visions, il y a aussi de personnes qui pensent que la conservation se fait surtout par la culture et par les gens. Et en- il n'y a pas seulement, disons, une vision économique de ce qui s'est passé dans les derniers siècles et dans les derniers 50 ans surtout. Il y a aussi des personnes qui de plus en plus ont découvert ce qu'on a appelé la conservation par les communautés, la conservation par la culture. Et la découverte a été controversée et l'ouvrage que je vous ai montré en fait une chronologie et une analyse. On liste les événements, les décisions politiques, les publications et aussi les controverses. Euh, Avec cela, il y a l'effet que des ressources financières, ou parfois plutôt on parle de promesses, des rêves de ressources financières, ont été assignées à la conservation communautaire. Et ça, c'est un point assez important car quelqu'un dit, bon, ça, c'est une excellente opportunité. De l'argent pour la conservation communautaire va aider les communautés. D'autres peuvent penser que cela, ça devient un baiser de la mort. Comment on fait la différence entre les deux? Bon, les analyses, les études qu'on a fait nous disent que la force et l'intégrité de la communauté garante du territoire de vie semblent faire une énorme différence. Alors, pour soutenir, pour régénérer autant de territoires de vie que possible, il faut peut-être considérer que les renforcements endogènes des communautés est crucial, que on ne peut pas se passer de ce que certaines penseurs autochtones appellent la résurgence, la décolonisation de communautés qui prend soin de leur territoire de vie, la décolonisation de nos sociétés et l'autodétermination de ces communautés. Mais comme je vous disais avant par rapport à la vitalité de la gouvernance, on ne peut pas seulement se focaliser sur les caractéristiques internes aux institutions de gouvernance. Il faut aussi considérer qu'il y a un contexte et que le contexte doit soit appuyer ou au moins ne pas détruire ce que les communautés gardiennes sont capables de faire. Pour cela, on a besoin de politiques qui reconnaissent et soutiennent le travail des communautés et aussi, si possible, qui soutiennent la justice sociale, environnementale et climatique. Seulement les deux, les renforcements endogènes et la résurgence des communautés et les politiques, ensemble, cette combinaison peut nous donner des bons espoirs de remettre en état les territoires de vie et de réfléchir leur vitalité de la gouvernance. Les consortiums MAPAC, dont j'ai été cofondatrice il y a beaucoup d'années et que j'ai aussi coordonné pendant plusieurs années, est une association internationale de communautés garantes de territoires de vie, de peuples autochtones, de communautés locales partout dans le monde qui ont bâti un manifeste pour les territoires de vie et qui les poursuivent du point de vue des politiques internationales, des politiques nationales et de leur territoire local. Euh, Si vous êtes intéressé, je vous suggère d'aller visiter les sites du consortium et aussi, si vous voulez bien, d'aller télécharger ces PDF sur les territoires de vie dont je vous ai parlé. Et je vous remercie maintenant de votre magnifique attention et j'aimerais bien reprendre le devant et laisser à côté le PowerPoint pour vous remercier encore une fois
et vous souhaiter une très bonne continuation de votre réunion. Merci et ciao.